يقدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Très chers téléspectateurs, vous qui êtes fidèles au rendez-vous économique d'Al24 News, soyez les bienvenus et merci de nous rejoindre pour les pros de l'écho. L'Algérie a justement un rendez-vous économique important. Le pays s'apprête à accueillir le 7e sommet des pays exportateurs de gaz GECF dans quelques jours à Alger. L'occasion pour nous de nous pencher ce soir sur les tenants et aboutissants de ce conclave entre les maîtres de l'énergie bleue. À l'heure où le gaz est à la croisée des chemins du secteur énergétique, avec une reconfiguration quasi totale des rapports de force régionaux et mondiaux sur les marchés, une reconfiguration qui s'opère également au niveau de l'offre et de la demande, sans oublier les modèles économiques. Le gaz est au centre de certaines querelles internationales, car tout le monde s'accorde à dire que c'est plus ou moins là ou par là que la transition énergétique va s'opérer. Et c'est dans ce contexte que le 7e sommet du GECF se tiendra du 29 février au 2 mars prochain à Alger. Quels enjeux pour les pays exportateurs de gaz lorsqu'ils seront autour de la table du GECF? Comme chaque semaine, les pros de l'écho s'emparent du dossier. J'aurai à ma table, quant à moi, ce soir, des experts justement pour vous éclairer sur les enjeux réels de ce 7e sommet du GECF qui se tiendra, je le rappelle, du 29 février au 2 mars à Alger. À commencer par vous, Chouaib Boutammine, vous êtes consultant dans le segment Oil and Gas. Bonsoir, merci d'être parmi nous encore une fois. Bonsoir, merci beaucoup. Alors, Mostafa Mekidash, expert international en économie et en énergie également, faut-il le rappeler, vous êtes également avec nous ce soir sur le plateau. Merci, monsieur Mekidash. Merci de m'avoir invité. Et depuis Londres, nous aurons avec nous en direct par téléphone Berdad Mendouche, l'expert international en énergie, ancien PDG d'une filiale de Sonatrach. Monsieur Mendouche, bonsoir, merci d'être avec nous également. Bonsoir à vous et bonsoir à nos amis qui sont vos invités, qui sont aussi mes amis anciens de Sonatrach. Je leur envoie le bonjour d'ici de Londres, où il fait très froid. Merci, monsieur Mendouche. Alors, avant de basculer sur le débat, plantons le décor avec ce sujet signé de la rédaction des Pros de l'Écho. La session d'Alger se tient dans un contexte où le gaz naturel est de plus en plus sollicité en tant que source d'énergie cruciale pour le développement socio-économique, étant l'une des principales sources d'énergie alternative propre et respectueuse de l'environnement. Le décor du 7e sommet des pays exportateurs de gaz est planté par cette déclaration du président algérien Abdelmejid Tebboune, alors que le pays met les petits plats dans les grands pour accueillir chez lui le Gotha du gaz. استضافة الجزائر للقمة هي شهادة على دورها الرائد في قطاع الغاز الطبيعي. Le fait que l'Algérie abrite ce sommet est en soi une preuve de son rôle de leader dans le secteur du gaz, qui se traduit par la mise en œuvre de plusieurs projets à l'image du gazoduc sous-marin qui relie l'Europe à l'Afrique, ainsi que la préservation de sa position de fournisseur fiable du gaz naturel. Ce sommet s'articule sur la concertation des participants dans le cadre de dialogues stratégiques et des efforts de coopération susceptibles de paver la voie à l'avenir d'une énergie durable, sûre et prospère. 12e pays en termes de réserves prouvées de gaz naturel au niveau mondial et premier producteur en Afrique, l'Algérie mise sur la concertation avec ses partenaires afin de renforcer la position de l'énergie bleue dans le monde en tant qu'énergie propre et principal pont par lequel passera la transition énergétique. Le GECF prévoit en effet une augmentation de la consommation du gaz à hauteur de 36% d'ici 2050. Les enjeux de cette 7e édition sont multiples, à commencer par le modèle économique et commercial du gaz,
la situation actuelle et future du marché, les investissements ou encore le transport, parallèlement aux troubles géopolitiques qui pèsent de tout leur poids sur la configuration des rapports de force entre producteurs et consommateurs. Le GECF compte parmi ses membres 5 pays africains. Le continent des ressources naturelles cherchera sans doute à jouer sa partition et se projeter dans un essor promis aux pays pivots du gaz en Afrique, notamment en jouant la carte des gazoducs qui la relient à l'Europe, l'un des principaux consommateurs mondiaux, à l'image du dernier né des projets, le TSGP qui part du Nigeria et traverse le Niger pour achoper sur l'Algérie, point de jonction avec le vieux continent. Allez, le décor est planté. On va commencer ce débat avec vous, Mostafa Mekidesh, pour nos téléspectateurs qui ne sont pas aguerris du fait énergétique, qui ne sont pas initiés aux hydrocarbures. Qu'est-ce que le GECF? Alors, on connaît beaucoup plus l'OPEP que le GECF, qui tiendra son 7e sommet, vous l'avez dit, son 7e forum des chefs d'État et de gouvernement à la fin du mois. Oui, du 29 au 2. Et c'est une nouvelle organisation qui est par ailleurs présidée par un ancien responsable de Sonatrach, Mohamed Hamel, qui a une grosse expérience en la matière. Tout ça donc, fait qu'il y a un intérêt particulier à cette manifestation. Je crois qu'on pourra d'emblée parler des problématiques qui sont ouvertes au cours de ce sommet. C'est d'abord le fait qu'il y a la vitesse de sortie des énergies carbonées qui est au cœur du débat. Elle concerne le pétrole, mais elle concerne aussi le gaz de façon importante. Donc, parce que l'AIE pousse de façon à une sortie plus rapide. Déjà, en excluant les investissements de la part des pays de l'AIE dans les énergies carbonées, notamment le gaz naturel. Ça, c'est le premier point. Donc, les 12 membres qui composent le forum et les 7 membres observateurs vont devoir donc, à la fois défendre leurs intérêts en tant que producteurs et potentiellement exportateurs de gaz naturel, premier élément, et également dégager des plateformes de coopération entre eux, parce qu'il y a des pays qui ont une expérience mature, notamment le mien, l'Algérie, en matière de gaz, notamment de gaz naturel, mais aussi de GNL. Et donc, 1964, première plateforme d'exportation de GNL a vu le jour en Algérie, rappelons-le. Tout à fait, à la Camel. C'était la première. Et je me rappelle, en tant que directeur de la zone industrielle d'Arzeux, de la première expédition de GNL vers le Japon. Il y en a eu une autre vers les États-Unis par la suite. On en parlera tout à l'heure, donc ce n'est pas une problématique nouvelle. Ça, c'est le premier point. Et contribuer au développement durable en considérant le gaz naturel comme un élément incontournable du basket énergétique, si vous voulez, du mix énergétique jusqu'à 2050. Et dans ce cas, il faut que l'on tire toutes les conséquences, qui est celui, notamment, de défendre les intérêts et les droits souverains de ces pays qui produisent, notamment en Afrique. On a donc sur les 12 membres permanents, donc 5 sont africains. Il y en aura d'autres qui vont rejoindre, qui sont observateurs. Tout ça marque, si vous voulez, pour notre continent aussi, une place particulière et un intérêt particulier pour ce 7e sommet du Forum des chefs d'État des pays exportateurs de gaz. Merci pour cette entrée en matière, Mostafa Mekidesh. D'emblée, un enjeu ou des enjeux se cachent justement au sein de ce 7e sommet des pays exportateurs de gaz, à commencer par le modèle commercial de cette ressource énergétique qui est en pleine ébullition depuis le déclenchement du conflit en Ukraine. Nous avons une opposition entre l'ancien modèle dominé par ce qu'on appelle les contrats à long terme et le nouveau modèle qui préfère beaucoup plus passer par les contrats spot ou les centrales d'achat, comme on les appelle actuellement, et qui fleurissent actuellement en Europe. Bon, bonsoir, exactement. Il y a un problème majeur maintenant sur la scène internationale. Il y a beaucoup de monde, c'est tout le monde qui parle de la transition énergétique, d'accord. Je crois que le gaz naturel, si on parle de la transition énergétique, j'imagine qu'il faut donner au gaz naturel, il faut faire déjà une transition énergétique au sein des énergies fossiles. Comment? Le charbon représente 35% de génération d'électricité dans le monde, globalement, et le gaz naturel représente seulement 20%. Le charbon qui émet des émissions CO2 plus de 60% par rapport au gaz naturel. Alors j'imagine, si on parle de transition énergétique, il faut mettre bien le gaz naturel en avant. Le gaz naturel représente seulement 20% de la génération d'électricité. Alors déjà,
il faut favoriser le gaz naturel. Du point de vue énergétique, point de vue comme élément de manufacturing, parce que le gaz naturel, c'est les fertilisants, c'est les engrais, c'est matière première pour toutes les industries et en même temps une source d'énergie. Alors déjà, si on parle de gaz naturel comme source d'énergie, il faut le mettre bien en avant par rapport au charbon. Alors ce qui se passe maintenant sur la scène internationale, il y a un changement énorme. À partir de la guerre en Ukraine, ça fait février 2022. Aujourd'hui, on est déjà, ce mois, on est février 2024. Ça fait 2 ans. Il y a un changement énorme sur la scène internationale en matière de gaz naturel. Qu'est-ce qui s'est passé? Avant la guerre en Ukraine, il y avait l'Union européenne qui dépendait à 40% des importations de gaz naturel russe, majoritairement à travers les pipes. Alors, 155 milliards de mètres cubes d'importation à partir de la Russie. Qu'est-ce qui s'est passé après? La Russie, maintenant, les Européens ont décidé de ne plus prendre le gaz russe qui est vraiment à prix à discount, il faut le dire la réalité, avec des prix vraiment très bas. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, il y a de nouveaux acteurs sur la scène énergétique et gazière mondiale. Et il faut le citer, c'est les États-Unis maintenant. Maintenant, les États-Unis qui dominent les exportations gazières dans le monde. Maintenant, les États-Unis qui a exporté en 2023 89 millions de tonnes de gaz naturel, dont 63-67% vers l'Union européenne. Alors, les États-Unis ont pris la place des Qataris, la place des Australiens, et vous imaginez ce changement radical qui s'est passé sur la scène internationale mondiale. Alors, maintenant, il y a un changement énorme. La place, le pipe qui a été vraiment, il y avait ce qu'on a le sabotage de Nord Stream 1 et 2, et maintenant, c'est les Américains qui ont pris maintenant le lead dans les exportations. Notamment avec le GNL. On a remplacé le gaz naturel dans sa forme gazeuse par un gaz naturel sous forme liquéfiée et qui demande vraiment au moins 10% de perte d'énergie pour réduire la température du gaz naturel à moins 160 degrés avec son transport et aussi pour la regasification. Alors si on parle de la transition énergétique, c'est tout le monde qui parle ça, moi j'imagine que le gazoduc reste toujours à une place énorme sur la scène, soit parce que le gaz naturel, on ne transforme pas, on lâche la chemin directement vers les autres pays, sans avoir perdre 10% d'énergie qui sont vraiment des énergies de CO2. Alors maintenant, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Après la guerre en Ukraine, on a aussi maintenant des problèmes géopolitiques. On voit ce qui se passe maintenant sur la mer Rouge. Il y a maintenant, c'est rerouting, ce qui se passe, c'est rerouting. Alors, il y a le Qatar, il y a pas mal de pays qui ne peuvent pas maintenant exporter, ou ça prend du temps pour exporter leur gaz naturel. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant sur Bab el-Mandeb? Qatar qui représente 25% de ventes vers l'Union européenne, les 75% vers l'Asie. Notamment avec un futur contrat avec l'Allemagne qui prendra effet en 2015 qui relancera justement les exportations de gaz GNL Qatari vers l'Europe. Et bien là, c'est ça le rôle des géopolitiques maintenant, cher Kherdine. Alors les Qataris maintenant, 25% de ventes vers l'Union européenne, et ils prennent les chips, ils prennent un autre chemin sur le Good Hope, le sud, et des retards de 12 à 15 jours. Alors qu'est-ce qui se passe dans ce scénario? Par le cap de Bonne-Espérance, notamment en Afrique du Sud. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a des parts, ce qu'on appelle une guerre de parts de marché. Maintenant, les Qataris ne peuvent pas commercialiser leurs produits vers l'Union européenne. Bon, ça prend plus de temps. De l'autre partie, il y a les Américains vers l'Atlantique qui commercialisent le gaz naturel. Alors, il y a une certaine guerre au sein des guerres de parts de marché. Certains vous diront qu'il y aura toujours la Chine et l'Inde pour peut-être acheter le gaz qatari. Je laisse cette question en suspens très rapidement pour donner la parole à Berdad Bendouche rapidement avant de revenir à Mustafa Mekidesh. Berdad Bendouche, l'un des enjeux justement de ce 7e GECF, c'est de se retrouver, se concerter sur la manière future avec laquelle il faudra vendre le gaz entre partenaires, rappelons-le, et le président Abdelmadjid Tebboune l'a rappelé dans son message d'emblée de bienvenue qu'il a adressé aux participants à ce sommet. Il faudra se concerter entre partenaires avant tout. Oui, absolument. Tout d'abord, un petit aperçu sur le Gas Exporting Countries Forum. C'est une organisation gouvernementale qui a été
mise en place en 2001 en Iran, à l'initiative de l'un des pays qui est l'Algérie. Et depuis cette date, il y a eu plusieurs sommets. Dans l'avant-dernier, donc celui qui va se tenir à Alger du 29 au 2, le précédent c'était à Doha en novembre 2022 au Qatar. Et donc il y a eu deux résolutions très importantes. La première, c'est l'élection, comme l'a dit notre ami Mustafa, de Mohamed Hamel comme secrétaire général, qui a fait une dizaine d'années à l'OPEP. Et la deuxième, c'est la décision de création d'un centre de recherche sur le gaz. Le siège est à Alger. Oui. Donc ça, c'est quoi? C'est d'abord une grande considération de ces 19 pays, 12 membres et 7 observateurs pour l'Algérie. Et la deuxième, et la plus, à mon sens, la plus importante, c'est la considération pour Sonatrach et l'expérience qu'a Sonatrach dans le domaine du gaz. Ça a été dit déjà par Mustafa Mekidesh. La Camel, c'est en 1964 et la première livraison, si j'ai bonne mémoire, c'était pas en Japon, c'était en Grande-Bretagne. Et la deuxième en Japon, en gaz liquide. Au moment où les nouveaux acteurs de ces 10 dernières années n'avaient pas encore de complexe de liquéfaction. Donc, l'Algérie, elle est pionnière dans ce domaine. Donc, le forum, il compte quand même presque autour de 72% des réserves mondiales de gaz, 47% des moyens de transport par gazoduc, donc terrestre, et 44% de la production commercialisée, et un peu plus que 52% par méthanier, par mer. Effectivement, il y a les cartes, de nouvelles cartes ont été mises sur la table après la guerre Russie-Ukraine, puisque l'Europe ayant pris des sanctions contre le gaz russe, lequel gaz russe est acheminé en presque 2 ou 3 fois plus en quantité vers la Chine par le Power of Siberia, le gazoduc qui relie la Russie à la Chine. Et on a assisté ces dernières années à une montée fulgurante, je dis fulgurante, du GNL. Pour quelle raison? Pour la simple raison que les gazoducs, c'est des infrastructures de transport qui demandent beaucoup d'argent, qui demandent beaucoup de temps, qui ont des problèmes éventuellement de crise, de guerre, qui peuvent être sabotés, comme ça a été le cas pour le Nord Stream 2. I think 2. Alors le 2 a été arrêté tout simplement, qui relie la Russie à l'Allemagne. C'est le Nord Stream 1 qui a été suivi. Et c'est pas tous les pays qui ont des géographies ou des reliefs qui permettent la réalisation de ce mode de transport. Donc, on a constaté qu'en 2022, les commandes, principalement la Corée du Sud qui est spécialisée pour la construction de méthaniers, puis ensuite il y a d'autres pays, ça a été pratiquement multiplié par 5. Cela veut dire que les pays exportateurs, non seulement les pays membres du GECF, mais surtout, comme l'a dit Sipotamine, les États-Unis étant premier producteur de gaz actuellement, premier exportateur, il avait commencé déjà à exporter du gaz en GNL vers l'Italie et l'Espagne avant même la guerre Russie-Ukraine. Bon, par la suite, il a accentué ses livraisons en termes de quantité, mais aussi en termes de prix, puisque les prix qui étaient pratiqués, même si vous vous souvenez, l'année dernière, Macron avait rouspété en quelque sorte pour le prix pratiqué au niveau des États-Unis. Oui. Et c'est plus cher, c'est le gaz américain arrive plus cher. Ça n'a pas eu l'effet escompté, mais bon, il aura essayé. Bon, mais il n'avait pas d'autres alternatives parce que l'Europe devait remplir ses stocks de gaz. Et c'était à n'importe quel prix, parce qu'il y avait la frilosité, il y avait une inquiétude, il y avait une peur de manquer de gaz, non seulement pour leur économie, mais aussi pour leur ménage. Et c'est pour cette raison que le prix du gaz en 2022, il avait atteint en été un chiffre record de presque 300 milliards le mégawattheure. Ça n'a jamais été atteint. Bon, par la suite et actuellement, c'est redescendu, 27, mais ça demeure... Ça demeure quand même un prix nettement plus important que celui qui était pratiqué, que ce soit dans les contrats à long terme ou dans le spot market,
avant la guerre Russie-Ukraine. Je dirais aussi que la guerre Russie-Ukraine a permis de revoir essentiellement pour l'Europe leur stratégie sur les contrats long terme, parce que avant ils avaient avant la guerre, ils pensaient que c'était mieux pour eux d'aller acheter en centrale d'achat sur le marché spot. Mais le fait d'avoir pris les décisions de ne plus s'approvisionner de la Russie, ils se sont rendus compte que finalement, les contrats à long terme constituent une sécurité. Et le gaz est devenu, pour eux, pour les pays consommateurs, une question de souveraineté en matière de sécurité énergétique. Deuxièmement, en matière de transition énergétique, le gaz a été classé lors de la conférence sur le climat en 2022 à Sharm el-Sheikh en Égypte comme énergie propre. Et actuellement, et depuis quelques années, le gaz est en train d'être décarboné. On lui enlève le CO2. La Sonatrach le fait sur les champs de Ain Salah, sur les champs de Ain Amenas. Les opérations et à l'horizon 2030, le torchage. À l'horizon 2030, il est prévu d'avoir un gaz décarboné à 100% avec les nouvelles technologies. Donc, il va devenir une énergie qui rentrera dans le mix énergétique. Merci Berdad Mendouche. Avant de reprendre le débat avec vous, Mustafa Mekidesh, je vous propose d'aller vers une toute petite pause et on revient sur le plateau des pros de l'écho. Si vous venez de nous rejoindre, mesdames et messieurs, bienvenue. Nous sommes en train de parler sur le plateau des pros de l'écho du 7e sommet du GECF, l'organisation qui regroupe les pays exportateurs de gaz, qui aura lieu en Algérie du 29 février au 2 mars prochain. Mustafa Mekidesh, vous vouliez justement répondre à Berdad Mendouche par rapport à un aspect. Je voulais juste rebondir sur ce qu'a dit Mendouche, mon collègue. À juste titre d'ailleurs, c'est sur donc, le binôme vente spot contrat à long terme. Ouais. Alors, le pays qui a été à l'origine des contrats à long terme, c'est l'Algérie. Exactement. Parce que c'était les premiers contrats de GNL dans le monde. Hein. Donc, il faut bien voir ça donc, dans la perspective, dans la rétrospective qu'on peut faire de cette industrie. Pourquoi ? Parce que pour pouvoir obtenir donc un financement de votre investissement qui est lourd dans le GNL, il faut pour rien qu'on parle d'usine à gaz. Garantir, si vous voulez, une génération de devises qui soit suffisante. D'où la clause tech hors paye qui était liée donc à ces contrats-là, c'est-à-dire que lorsque vous vous engagez dans ces contrats, donc vous devez avoir des contrats à long terme qui permettent donc, si vous voulez, de bien ancrer votre financement auprès des banques. D'ailleurs, la Banque européenne d'investissement, ça a été la première qui a commencé à participer à ces investissements. Donc, c'est ça l'historique de ces contrats à long terme. Merci de le rappeler, Mustafa Mekidesh. C'est un point très important. Rappelez aussi l'évolution de l'indexation. Oui. Vous savez que les premiers contrats de GNL sur les prix du brut en Algérie, non, les premiers étaient indexés sur les prix de la main-d'œuvre des aciéries américaines. Donc, premier, et aussi, ça signifiait quoi? Et le prix de l'acier aussi. Pourquoi? Parce que c'était uniquement l'investissement de GNL qui était pris en compte et non pas le contenu énergétique qui était commercialisé. Ensuite, suite à des partenariats, à des luttes, donc l'Algérie a pu obtenir donc, le passage vers l'indexation sur les fuels. Sur les fuels, et puis ensuite, on est parvenu après donc, des crises qui ont eu lieu, notamment dans le cadre du projet El Paso, GNL1 en Algérie. Donc l'Algérie avait arrêté ses exportations. Pourquoi? Parce qu'elle voulait obtenir une indexation de son gaz naturel sur le pétrole brut qui était entre les mains de l'OPEP et qui permettait, si vous voulez, d'avoir une augmentation significative et un retour plus juste. C'était donc, et c'est ça l'histoire. Et donc maintenant, nous sommes dans une situation où il faut sécuriser l'offre de gaz et de GNL. Comment la sécuriser? D'abord, il va falloir avoir la participation aux investissements lourds des consommateurs, des pays consommateurs. Aspect que l'AIE semble ne pas vouloir prendre en compte en disant, bon, tout ce qui est carboné, exactement, vous ne participez pas aux investissements. La Commission européenne également, vu qu'elle a pondu une loi qui interdit tout simplement d'investir. Alors, donc sur ces aspects-là, c'est pour ça que les missions
de ce forum qui va se tenir à Alger va devoir passer en revue le soutien des droits souverains des pays producteurs d'abord et exportateurs ensuite, en disant vous devez mettre la main à la poche et participer à ces lourds investissements, et non pas déclasser du jour au lendemain tout ce qui provient donc, des énergies fossiles comme étant donc non finançable. Oui. Pourquoi? Parce qu'on veut aller plus vite. Accélérer le mouvement. Alors que d'abord, il faut en terminer avec le charbon. Je rappelle tout simplement qu'à la suite de ce qui s'est passé sur le Nord Stream, donc il y avait l'Allemagne revient à la génération électrique à partir du charbon. Oui. Ça, c'est un fait, c'est pas une vue de l'esprit. Donc, parce que, rappelons-le, l'Allemagne a fait la guerre au nucléaire. Absolument. Ça signifie quoi? Ça signifie, d'abord que le gaz naturel est le moins polluant des énergies donc, carbonées ou fossiles. Ça, c'est le premier point. Il y a également les réinjections des gaz donc, qui sont pour maintenir les puits à pression. Dont l'Algérie a été, avec donc, ce que vous avez signalé tout à l'heure concernant Ain Salah, où les premiers donc, réinjections ont été faites, et ça a été exposé il y a une dizaine d'années donc, au Japon, donc, au cours d'un congrès mondial du gaz. Et donc, tout ça signifie qu'il n'y a pas de leçon à recevoir de ce point de vue-là. Oui. Donc, sécuriser l'offre avec donc, une participation aux investissements des pays consommateurs ou des groupes multinationaux qui font partie de ces premiers aspects. Et deuxième aspect, donc pouvoir fonctionner avec les contrats à long terme, mais également avoir la flexibilité de bénéficier des prix lorsqu'ils augmentent par des ventes spot. L'Algérie devrait en bénéficier parce qu'elle a modernisé et développé ses capacités de vente de GNL en mettant les travaux qu'il y a portuaires à Skikda. Donc elle a élargi la possibilité d'accueillir des méthaniers de plus grande dimension et également de faire le revamping du GNL1 et de GNL pour pouvoir assurer les capacités, ce qui a permis à l'Algérie maintenant d'être le premier exportateur de GNL en Afrique. Exactement. Voilà, donc je voulais rappeler ces éléments. Donc le principe de réalité fait que je pense que les ventes en spot vont encore rester, donc, parce que ça donne de la flexibilité. Et la stratégie de l'Algérie d'avoir les deux possibilités par gazoduc et par GNL lui offre une plus grande souplesse et une plus grande dans une évolution géopolitique qui n'est pas encore terminée. Très bien, merci Mostafa Mekidash. Alors, Chouaib Botomine, d'autres enjeux justement seront sur la table au sein de ce 7e GECF, dans le regard qu'auront les pays consommateurs sur les concertations des pays producteurs. Si vous faisiez partie d'un pays consommateur, à quoi vous vous attendriez comme résultat de la part des pays producteurs pour tenter peut-être de rééquilibrer un peu la donne sur le marché qui, rappelons-le, bascule du côté des Américains en ce qui concerne le GNL? Exactement, c'est un grand défi, j'imagine. Mais le problème qui se pose maintenant, j'imagine, les grands défis actuels, c'est le prix. Il faut bien contrôler le prix du gaz naturel. Il faut mentionner, parce que par rapport à l'OPEC Plus contrôle maintenant les prix. Oui, si les prix chutent, l'organisation de l'OPEC Plus déclare une réunion et ils font... annonce la baisse de la production, par exemple. La baisse de la production, et c'est fait. Ce n'est pas le cas pour le gaz naturel. Oui. Alors, en 2022, j'imagine, en 2022, on a fait une émission ensemble. On a parlé, il y avait le prix du gaz qui a flambé à 350 € le mégawatt. En TTF sur le marché européen. Oui. Maintenant, il est à 28,5. Il chute plus de 10 fois. Alors, cette instabilité-là, ça ne va pas aider ni le producteur, ni l'exportateur, ni le consommateur. Parce qu'en tant que producteur et exportateur aussi du gaz naturel, si par exemple Sonatrach maintenant a mis un plan d'investissement de 42 milliards de dollars d'ici 2028. Rappelons-le. Voilà, d'ici 2028. Dans 14 milliards de dollars sont orientés vers le gaz naturel, développer le gaz naturel. Alors, si on réfléchit de manière managériale, business, comment je peux injecté de l'argent, de l'investissement des prochaines années avec cette instabilité du prix du gaz sur la scène internationale? Alors, c'est ça ce qu'il fallait. Le grand challenge, le grand défi, c'est d'être acteur
comment trouver des solutions, des outils pour devenir acteur sur le marché gazier mondial. C'est ça le grand problème. Alors, c'est vrai, pour le gaz naturel, on a des medium et long-term contracts, il y a des contrats long terme. Exactement. Mais j'imagine pour les nouveaux contrats, il faut relayer les nouveaux contrats par pipe, surtout, j'insiste sur le pipe, il faut les relayer par le prix de spot. Très important. Il faut faire quelque chose dans ce forum-là. Moi, j'imagine qu'il faut prendre une décision pour avoir le pouvoir de contrôler le marché. Pourquoi? Parce que le GECF, il représente 69-70% des réserves mondiales en matière de gaz naturel et 40% marketed, le gaz qui est commercialisé. Oui. Alors, c'est insuffisant. Je vous donne un exemple. Les États-Unis, les réserves aux États-Unis sont à 16 TCM, trillion cubic meters, 16 TCM, les réserves, qui représentent à peine 8% des réserves mondiales. Seulement 8%. 16 trillions de mètres cubes. Exactement. Les États-Unis, maintenant, produisent 25% du gaz naturel dans le monde. La consommation en 2023, il y avait 4 TCM. Les Américains, aujourd'hui, produisent 1080 BCM. Ça veut dire qu'on est 25% de production mondiale vient des États-Unis, malgré qu'ils représentent seulement 8% de réserves mondiales. Exactement. Je vous donne un autre exemple. Rapidement, s'il vous plaît. Oui, l'Iran. L'Iran qui a 32 TCM, 4 fois plus de réserves par rapport aux États-Unis. Mais l'Iran exporte à peine 18 vers l'Irak, 18 ou 20 BCM, milliards de mètres cubes. C'est énorme, c'est une différence. Alors, c'est ça ce qu'il fallait faire. Le grand challenge maintenant, dans ce forum-là, il faut contrôler les prix, voir comment se réunir et être acteur de le marché gazier mondial. La deuxième des choses, c'est avoir la technologie. Pourquoi les Américains ont pu augmenter leur production entre 2014 et 2024? Ils l'ont augmenté à 50%. Les Américains produisaient 720 milliards de mètres cubes en 2014. Maintenant, en 2080, ils ont augmenté à 50%. Très bien. Alors, il faut avoir l'accès à la technologie pour pouvoir agir. Et je vous ai donné l'exemple de l'Iran, qui a des réserves énormes sur la scène internationale, mais qui produit, qui n'exporte pas beaucoup par rapport aux États-Unis. Mustafa Mekidash, rapidement, avant d'aller vers cette question des prix, si vous voulez, à la fois du GNL, mais également du gaz naturel sous forme de contrat à long terme ou spot, crée des zones d'incertitude, reliées par ailleurs aux évolutions géopolitiques qui peuvent aller dans un sens vers l'augmentation de ces prix ou vers leur diminution. On l'a enregistré et tu viens de le signaler à juste titre. Mais je pense que là, il va falloir donc une réflexion prospective, mais d'abord, disons, partageons les risques. Il faut que dans ces investissements, les pays consommateurs participent. Donc ça, c'est un premier objectif. C'est l'esprit même des contrats à long terme. Oui, absolument, absolument. Mais il va falloir donc. Mais là, il y a eu donc, si vous voulez, des positions d'un certain nombre de pays qui disent, nous, en s'appuyant sur donc les questions environnementales, qui disent, vous ne devez plus participer. Il y a eu donc il y a eu un retour en arrière, mais il faut consolider ce retour en arrière en actant le fait que le gaz naturel fait partie, n'est pas simplement donc une variable d'ajustement, mais fait partie, si vous voulez, du panier énergétique de la transition. Oui. Et ceci étant, donc les investissements de la part des pays consommateurs, ils doivent être partie prenante dans ce processus parce qu'il contribuera à avoir, si vous voulez, une sécurité énergétique mondiale. C'est du vrai gagnant-gagnant là. Voilà, absolument. Ça, c'est le premier aspect. Donc, ceci étant, donc, les risques sont partagés, puisque vous avez donc une partie de l'investissement vient de chez vous en tant que consommateur, donc vous ferez attention à ce que les prix de cet investissement soient suffisamment rémunérés. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, à mon avis, est relié au fait que il y a une problématique, si vous voulez, de l'indexation des prix du gaz par rapport au pétrole brut. Est-ce que c'est arrivé à maturité? Il va falloir trouver un autre type d'indexation à partir de l'électricité. Mais de quelle électricité? Est-ce qu'il s'agit d'électricité qui provient du nucléaire, ou l'électricité qui provient de l'éolien, ou du gaz? Donc, en mettant ça, peut-être que ça peut être une piste en tout cas de réflexion. Et je crois que le forum a suffisamment d'expertise pour pouvoir mettre ça au cœur de ces réflexions. Merci Mustafa Mekidash. Barded Mendouche,
Le GECF, justement, prévoit 36% d'augmentation de la consommation de gaz d'ici 2050. De quelle manière cette augmentation va s'opérer si l'on considère qu'elle devra essentiellement venir des pays exportateurs et donc producteurs de gaz, et donc des pays du GECF principalement, si l'on met de côté les États-Unis? Bien, moi les chiffres que j'ai à travers le magazine sur l'énergie, à travers Oil Price, enfin deux ou trois autres revues spécialisées, le gaz aura une augmentation annuelle de la demande de 2% par an, et d'ici à 2050, ça sera une demande autour de 25%. 25% pour le gaz naturel. Le gaz, oui, le gaz, qu'il soit GNL ou qu'il soit, bon, c'est du méthane, c'est la même chose. Oui, du méthane. Donc, le gaz, il n'y a pas un problème de quantité, il n'y a pas un problème d'offre, il y a un problème d'investissement. Si je me réfère à l'Afrique, par exemple, aux découvertes de ces 10 dernières années sur l'Afrique de l'Est, notamment au Mozambique, au Kenya et récemment au fond de Mauritanie, c'est des gisements importants, et je citerai l'Égypte aussi, qui fait partie du forum. Donc il y a déjà le champ Zohr en Méditerranée orientale, qui a une capacité de production importante, commence déjà à exporter, et il y a un deuxième champ découvert par Eni, qui est un associé de la compagnie égyptienne. Il y a une information qui a été donnée en disant que c'est une réserve très importante, mais non, ils n'ont pas donné le chiffre de la réserve. On parle du offshore. On est en offshore. Voilà. On est offshore. Même la Mauritanie, c'est en offshore. Exactement. Donc le problème, comme l'avait dit auparavant Mustapha, le problème c'est avoir l'argent pour ces pays-là. Notamment pour le offshore, s'il faudra aller forer sur 2500 mètres de profondeur ou plus. Parce que le gaz, vous avez besoin de forer, vous avez besoin d'expédier, vous avez besoin d'un centre de production de séparation, vous avez besoin d'un centre de liquéfaction, vous aurez besoin de méthaniers, vous aurez besoin de plateformes de regasification. Ça demande beaucoup d'argent. Ça demande beaucoup d'argent. Concernant le gaz des États-Unis, c'est un gaz non conventionnel, faut le savoir. C'est un gaz de schiste. Donc, c'est pour ça qu'il y a une production très importante. Pour l'Iran, qui fait partie aussi du forum, il y a l'embargo. C'est pas là. Barded Mendouche, est-ce que vous êtes avec nous? Depuis déjà fort longtemps. Depuis fort longtemps. Donc, l'un des axes où je dirais des défis du forum ou de la prochaine réunion ou de sommet, c'est d'abord le forum, c'est aussi un cadre de dialogue entre les pays du forum et les pays consommateurs, à l'effet de stabiliser l'offre de gaz, d'avoir un prix rémunérateur et un prix qui convient pour les deux, producteurs et consommateurs, et aussi sécuriser l'approvisionnement énergétique de ces pays consommateurs. Donc ce dialogue existe déjà depuis la création du forum, et l'un des axes ou des objectifs du forum, c'est l'instauration d'un dialogue permanent entre producteurs, exportateurs et consommateurs. Dans le prochain forum, le défi, c'est aussi comment drainer les investissements pour pouvoir avoir suffisamment d'argent, investir, je parle pour les pays africains là, où il y a eu des découvertes, et pouvoir sécuriser à long terme l'énergie, mais aussi le gaz comme matière première dans l'industrie pétrochimique, comme l'avait dit déjà Botamine. Donc actuellement, si on prend uniquement les réserves découvertes et annoncées au niveau de toute l'Afrique, l'Algérie comprise, étant le premier, il y a de quoi satisfaire la consommation mondiale pendant 55 à 60 ans. Donc ce n'est pas un problème de quantité ou d'offre. Donc c'est un problème d'investissement, d'argent. Et aussi, si au-delà de 2030, avec les nouvelles technologies de décarbonation, on arrivera à zéro carbone dans le gaz, à ce moment-là, ça sera une énergie propre, verte, qui ne pose aucun problème pour Je rajouterai qu'il n'y a pas que l'Allemagne qui a réouvert
ses mines de charbon. Il y a aussi la France qui a réouvert l'année passée une autre mine de charbon pour pouvoir suppléer au manque de gaz. Et le charbon est le plus pollueur au monde. Exactement. Exactement. Merci Berdad Mendouche. Très rapidement, le temps file à une de ses vitesses. Mustafa Mekidash, très rapidement, le mot de la fin après, ça sera Chaheb Botommin. Oui, moi ce que je voudrais simplement dire, c'est que la 7e session du Forum des chefs d'État des pays exportateurs de gaz à Alger doit être vraiment une occasion à la fois de pouvoir mettre en œuvre, si vous voulez, les buts et les objectifs et les missions de ce forum de façon opérationnelle. Donc en essayant d'identifier les priorités. Donc les priorités viennent d'être rappelées au cours de notre première priorité, c'est que les investissements en matière de développement de gaz naturel ou de GNL doivent être des investissements mixtes entre les pays producteurs et les pays consommateurs. Et deuxièmement, la classification du gaz naturel comme étant une énergie indiscutable dans le panier de la transition énergétique. Deuxième élément, avec toutes les conséquences que cela implique. Et le troisième élément, c'est d'ouvrir les chantiers sur les indexations les plus optimales pour pouvoir réaliser à travers le gaz naturel la sécurité énergétique du monde. Très bien. Chaheb Botommin, en 10 secondes, s'il vous plaît, le mot de la fin, si possible, concernant les enjeux de ce Je voulais faire une petite analyse, des minutes, rapidement, parce que si on explique pourquoi la chute des prix du gaz maintenant, actuellement, sur le marché international, je dois noter quelque chose qui est très important. Alors, une fois le déclenchement de la guerre après en Ukraine avec la Russie, les États-Unis ont décidé de mettre des quantités énormes de gaz aspillard, stock américain, sur le marché international. Avant la guerre, il y avait 588 millions de barils de pétrole. Et maintenant, il y a 357 millions de barils. Alors, ce stock américain a été utilisé pour baisser le prix du pétrole. Il y a le stock du gazier aux États-Unis maintenant qui représente 100 milliards de mètres cubes. Il est à 80%. En Europe aussi, ils ont un stock de 103. Maintenant, ils sont à 70%. Très bien. Alors, c'est ça qui a aidé le marché international, le cours du gaz naturel, de se stabiliser et de ne pas garder des prix plus hauts. C'est grâce aux stocks énormes qui sont sur pas mal de continents. Merci Chaheb Botommin. Merci à vous Mustafa Mekidash. Merci également à Berdad Mendouche. Nous reviendrons très probablement sur ce thème, messieurs, parce que le GECF aura lieu dans 21 jours et donc d'ici 21 jours, nous aurons la réponse quant à ces enjeux lorsque les chefs d'État du Forum des pays exportateurs de gaz seront autour de la table pour se concerter, négocier et dialoguer autour de ces enjeux, autour donc de l'énergie bleue. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir prêté attention. À très bientôt dans les Pros de l'Écho. قدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل.